Associer une plateforme web contributive à une émission de télévision, c'est l'idée de C'est notre histoire. Parce que laisser des traces est humain, parce que la transmission des histoires vient illustrer et enrichir la grande histoire, parce que le web de zéro et le langage vidéo ont révolutionné les usages, C'est notre histoire est une émission résolument ancrée dans l'air du temps. Un appel à contribution avec un site dédié a été lancé fin juillet par Marie Drucker. À la rentrée, nous allons parler d'histoire, de notre histoire. Alors pour ce premier numéro de cette nouvelle émission consacrée à De Gaulle président, j'ai besoin de vous et de vos souvenirs. Parmi les contributions, celle des plus jeunes générations dans le cadre du concours 12-25 ans. Et alors, comment il était, le général? Papy, comment s'est passée ta rencontre avec le général de Gaulle? Les gens qui l'ont suivi parce qu'il avait un charisme incontestable. Et je crois qu'à l'époque, on était prêt à se balancer par la fenêtre pour lui. Et 40 ans après, je pense qu'il s'y ressortait de sa voiture et qu'il nous disait « j'ai besoin de vous », on ressortirait exactement de la même façon, prêt à repartir à la bagarre et à la corrida comme il y aurait besoin. Jusqu'à sa mort, j'étais le photographe pratiquement du général. Le général avec Pompidou. Une belle photo que j'ai prise là. Voilà la seule photographie du général de Gaulle sortant de la crypte de la déportation. Voilà, à Paris. Je suis le seul à l'avoir. On sentait un magnétisme avec cet homme-là. Rien que son approche, rien que par sa démarche, et rien que sa façon d'être regardé. Oui, on n'avait pas besoin de témoignages d'autorité à lui conférer. Il l'avait. Oh, je vois déjà. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? On ne lui a pas parlé d'une poupée, on a parlé de Gaulle. Eh bien, voici le lien qui est assez sympathique pour moi. C'est un souvenir assez croustillant. Quand j'étais enfant, en décembre 68, je suis née le 23 octobre 61, donc j'avais 7 ans. Oui, c'est ça. Et maman vient me voir, j'étais presque guérie, mais j'avais un petit peu encore des restes de la rubéole. Il me dit, est-ce que ça te dirait, demain, tu es invitée à l'Élysée? Et ce jour-là, il y a eu goûter, spectacle et remise du cadeau. Alors là, c'est le moment très fort. Je me suis présentée devant Madame de Gaulle, qui m'a tendu le cadeau, qui était à mon nom. Je l'ai remercié et j'ai regardé de Gaulle. J'étais fascinée par sa taille. Donc ça, c'est le premier moment. Puis dans un deuxième temps, eh bien, cette poupée que je vous ai présentée, qui est à côté de moi, elle représente mon enfance. J'aurais pu l'appeler Caroline de Gaulle, hein, c'est un petit peu prétentieux, hein. Mais bon, je l'appelais Caroline tout court. Bien voilà, je suis née le 16 novembre 1947. À 15 ans, je suis tombée enceinte. Donc, bien sûr, il fallait se marier. J'ai demandé l'autorisation au président de la République parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'âge légal pour se marier était de 15 ans et 3 mois. Le général de Gaulle m'a donc répondu, sa lettre commençait par mon enfant. Le ton de sa lettre était plutôt paternalisme que moralisateur. Les réactions dans le village ont été pas très sympas. Mes parents étaient des petits artisans dans le canton, donc on les regardait d'un œil critique. Il faut savoir que être enceinte à 15 ans, ça ne se faisait pas. Le général de Gaulle prenait un potage, comme tous les jours, avec sa femme. Il mangeait normalement comme tout le monde, des menus typiques comme à la maison, mettons un jambon, purée, une salade, gratinée, enfin un purée gratinée, une salade et un fruit poché. C'était leur dîner du quotidien quand il n'y avait personne. J'étais assez étonné quand je suis rentré à l'Élysée que le président prenne un merlan en colère avec une pomme persillée.
ça m'avait surpris parce que je n'étais pas habitué. J'aurais pensé que le général, le président de la République, ait des menus beaucoup plus sophistiqués, mais non, c'était très très simple. En 1964, j'étais mécanicien navigant dans l'armée de l'air et j'ai eu l'honneur d'être affecté dans l'équipage de la caravelle présidentielle. Le général de Gaulle n'envisageait pas de faire sa visite dans les États d'Amérique latine avec un avion qui ne soit pas de construction entièrement française. Il avait remarqué que les étiquettes lumineuses qui annoncent les consignes aux passagers, les consignes de sécurité, étaient rédigées en 2 langues, en anglais et en français. Par exemple, défense de fumée, no smoking, etc. Il avait demandé à l'usine Sud Aviation, qui fabriquait la caravelle, de refaire ces étiquettes, ces panneaux, de telle sorte qu'ils soient écrits uniquement en français. On était bien 500 000 personnes à l'entendre nous dire « Je vous ai compris » en levant les bras au ciel, en faisant ce V de la victoire, en disant « Je vous ai compris et je vous donne ma parole d'honneur ». Il nous a répété 1000 fois, dans les campagnes, dans les villages, au cours de la tournée des popotes, cette Algérie, c'est la France. Promettez à tous les gens qui vous entourent, dites-leur bien qu'ils sont des Français au même titre que vous-même. Tous ces gens-là ont cru en De Gaulle. Et en fait, comme disait mon père, il s'est servi de nous pour accéder au pouvoir, pour retrouver le pouvoir. Et puis une fois qu'il a eu retrouvé ce pouvoir, eh bien, il s'est servi de nous marchant sur nous pour accéder plus haut encore, pour son destin, dans ce destin mondial. Non, monsieur De Gaulle n'était pas un homme bien. Je regrette d'avoir à le dire. À l'heure du dîner, mon père venait de rentrer. On a frappé à la porte et il y a deux hommes qui sont rentrés dans la maison et mon père m'a dit d'aller dans la pièce à côté et j'avais vu dans le visage de mon père quelque chose qui n'était pas normal. Alors ces 2 personnes, c'était deux personnes du FLN qui venaient demander à mon père de venir avec eux. Alors c'était sous cette condition ou alors il y aurait des représailles avec la famille. Alors à partir de ce moment-là, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour toute la famille et ma mère, dans les heures qui ont suivi, elle a vendu tous ses bijoux, tout ça pour récupérer 4 places de bateau. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'est ce départ en pleine nuit. Un voisin nous avait pris dans une camionnette bâchée. Et on s'était sauvés de ce quartier de Saint-Eugène à Oran. Voilà, pour prendre le bateau, pour prendre le quai Rouen. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi de vous voir. Ce qui est à redouter, à mon sens, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais quoi? Il n'aurait pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégrés. Qui a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes? Mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Je suis donc Henri Pouilleau, j'ai été affecté à la villa Suzini, qui est une villa au nord, en haut d'Alger. C'est un centre de torture qui a fonctionné comme centre de torture toute la guerre d'Algérie. Moi, j'ai été affecté de juin 61 à mars 62, c'est-à-dire en gros les 9 derniers mois de la guerre d'Algérie. Et dans cette villa, donc, la torture était quotidienne.
quand vous avez quelqu'un qui n'arrive plus à se relever, qui est pratiquement inconscient, que pour tenter de le remettre, reprendre à ses esprits, il faut lui envoyer un seau d'eau ou autre dans la figure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... C'est-à-dire que raconter, je ne sais pas comment ça peut être compris, comment ça peut être fait. Au plus haut niveau de l'État, la torture a été connue. De Gaulle, à un moment donné, avait dit, je crois que c'est à Massu, qu'il préférait que la GIGN soit utilisée pour son rôle essentiel, mais pas pour d'autres fonctions pour lesquelles elle n'était pas prévue. Et la GIGN, c'était cette magnéto utilisée théoriquement pour les téléphones portatifs de l'armée de l'époque, et qui en fait était utilisée pour produire du courant électrique pour les tortures. À l'époque, j'étais photographe à l'UMA et on faisait pratiquement toutes les manifestations. Là, c'était une manifestation contre le couvre-feu. Et ça se passait sur le boulevard des Italiens. J'étais présent, donc j'ai fait quelques photos. Et puis j'étais au labo en train de tirer mes photos. Et puis d'un seul coup, on vient me voir en me disant il se passe quelque chose d'horrible en bas du journal, viens voir. Alors je vais sur le balcon, le service photo était au 3e étage. Je vais sur le balcon et puis alors là je vois l'aurore. Je vois vraiment, je vois un flic qui était en train de tirer, je vois des gens par terre, étendus par terre. On voyait des morts qui étaient étendus par terre et on voyait des flics qui les attrapaient par le col et puis qui les traînaient par terre et qui les ont entassés. À un moment donné, il y a des cars qui sont arrivés, qui nous les ont cachés de la vue. Ils sont restés 5-10 minutes, et puis quand les cars sont partis, il n'y avait plus rien. Ils avaient tout emmené. De Gaulle, par rapport à lever l'interdiction de la contraception, a quand même compris à un moment qu'il ne fallait plus que ce soit interdit. Mais je crois qu'il y a une grande différence entre ne plus interdire et donner les moyens. C'est-à-dire qu'en 1967, on n'a pas promu la contraception en France, on a décidé que c'était plus interdit. Et puis après, basta, débrouillez-vous. C'est pas interdit, mais faites ce que vous pouvez. Alors le planning a continué bon gré, mal gré, mais sans un crédit, sans décret d'application, sans savoir où se feraient les choses. Je pense que De Gaulle s'en foutait royalement, c'était pas son problème. C'était comme aux femmes de se débrouiller. Et à la rentrée 66, on a créé ce qu'on appelle les comités d'action lycéens. Le premier a été créé ici, à Jacques-Decour, sur des thèmes concernant la vie quotidienne des lycéens. Ça pouvait être non au port de la blouse obligatoire. À Jacques-Decour, c'était pas obligatoire, mais dans d'autres lycées, comme le lycée Honoré de Balzac, il fallait porter une blouse grise une semaine, bleue la semaine suivante pour les garçons, et les filles avaient des blouses crème et bleu ciel obligatoires. Alors par contre, les cheveux longs, donc c'était interdit. Les vêtements un petit peu voyants, c'était interdit. Évidemment, fumer à l'intérieur du lycée, c'était interdit. Donc c'était un lycée, c'était un monde en contradiction avec nos aspirations qui étaient en train de survenir. Et les comités d'action lycéens, on les a créés donc en 66. Et ça a marché comme une traînée de poudre. Plein de gens venaient nous rejoindre. Et évidemment, ça annonce mai 68, c'est très clair. Et par rapport à la société de l'époque, la société conservatrice, gaulliste, c'est un phénomène marquant. Je me souviens, c'était exactement le 9 novembre 1970, et j'étais sur la route où j'allais en Sologne. Je me suis arrêtée pour déjeuner dans un petit bled qui s'appelle Nain-sur-Beuvron. Et on est allé dans un restaurant, et c'était une ancienne auberge, très ancienne, et il y avait des grandes poutres, des grandes salles de restaurant, et il y avait des grandes poutres toutes minces qui n'en finissaient pas, et je ne sais pas pourquoi, une lubie qui m'a pris, on dirait, le cercueil de De Gaulle. Et De Gaulle est mort le soir même. Alors les obsèques du général De Gaulle, je suis parti à Notre-Dame avec ma petite caméra et une copine qui habitait comme moi à Bagneux.
Et il a fallu franchir, je ne sais pas combien, peut-être 20 ou 30 barrages pour accéder pratiquement au premier rang de Notre-Dame, où j'ai pu filmer toutes les personnalités du monde entier qui venaient rendre hommage à ce grand bonhomme qui était le général de Gaulle. Et pendant plus de la moitié de la cérémonie, j'avais quelqu'un des services de sécurité du président Nixon qui me tenait les épaules au cas où j'aurais voulu tenter de quoi que ce soit avec ma caméra. Et j'ai réussi donc à faire un film de 6 minutes 30 où on voit Ben Gourion, le fondateur de l'État d'Israël, Monseigneur Makarios, l'empereur Haïlé Sélassié, le roi des rois, le prince Charles. Et j'étais à proximité immédiate d'Indira Gandhi et à quelques mètres du président Pompidou.